Retour sur le plateau de la semaine de l'Écho. Je suis toujours en compagnie de Patrick Artus, qui est directeur de recherche chez Natixis, Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice du Parti socialiste, et Étienne Gernel, directeur du Point. Donald Trump versus Bernie Sanders. Ils sont les deux candidats arrivés en tête aux primaires du New Hampshire. Le milliardaire prône l'interdiction de l'immigration des musulmans et veut casser le traité de libre-échange nord-américain. Le sénateur socialiste du Vermont soutient une politique de grands travaux, la gratuité de l'université, le doublement du salaire minimum et l'assurance santé universelle. On fait le match de leurs programmes économiques. Sont-ils crédibles ? Il n'est pas juste que nous ayons des inégalités de revenus et de richesses plus importantes que dans la plupart des grands pays de la planète. Ensemble, nous allons créer une économie qui fonctionne pour tout le monde, et pas seulement pour les 1%. Nous allons battre le commerce de la Chine, le Japon. Nous allons battre celui du Mexique. Nous allons battre tous ces pays qui prennent tous les jours tant de notre argent. Ça n'arrivera plus. Nous avons des politiques incompétents qui négocient nos accords pour des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Ça n'arrivera plus. Nous allons utiliser les meilleurs hommes d'affaires du monde. Étienne Gernel, vous riez beaucoup en voyant ce Donald Trump. Je veux dire qu'il est drôle. Non, mais il est génial. On rit jaune. Non, il est formidable. Quel génie. D'ailleurs, il serait dans le camp inverse, ça marchera aussi bien. Hein. Ouais. Il serait à la place de Sanders, il peut tout faire. Il est formidable. Moi, je l'embaucherais. Trump, il est un peu cher, mais il est capable de faire tout et n'importe quoi. Il est extraordinaire. Surtout n'importe quoi. Oui, c'est glorieux, ça, lorsqu'on a un candidat aux primaires. Mais ça, c'est leur problème. Ils n'ont qu'à pas voter pour lui. Qu'est-ce que je vous dis ? C'est le problème des Américains. Il faut reconnaître que le spectacle est formidable. Moi, je regarde ça sur YouTube à longueur de temps. C'est à pleurer de rire. Enfin, entre nous, c'est bien mieux que Gad Elmaleh ou les autres comiques qu'on a en France. Nous, ils n'ont pas vocation, même fonction. C'est pas tout à fait. Non, ce sont des clowns, en fait. C'est ça que vous dites. Ah ouais, mais quel génie. Hein. Marie-Noëlle Lienemann, vous êtes proche de Sanders, vous ? D'abord, je constate que enfin quelqu'un aux États-Unis se proclame socialiste, n'est pas le socialisme honteux. Un rampant du genre on est sociolibéraux. C'est une première ou pas ? C'est une question et par ailleurs, il attire massivement la jeunesse. Oui. Alors cela dit, et ces propositions me paraissent tout à fait sérieuses. Programme de grands travaux d'infrastructure, 1 000 milliards de dollars, sécurité sociale pour tous, gratuité des frais d'études, gratuité des frais d'études universitaires, doublement du revenu minimum. Bon, non, pas du revenu, du salaire minimum. Je vous rappelle que déjà dans pas mal d'États des États-Unis, vous savez qu'on peut fixer le SMIC aux États-Unis au niveau national, au niveau des États et au niveau des collectivités locales. Par exemple, la ville de Seattle, mais toute une série de villes, même en Californie, ont élu des maires sur le principe du fait que le SMIC allait être mis à 1 500 $. Ce qui a été le cas et qui n'a absolument pas tué l'économie de ces territoires. C'est local. Donc, et c'est une idée assez par nouvelle, exemple, c'est pour vous donner l'idée que tout ça n'est pas dramatique. Mais qu'est-ce que ça révèle ? Ça révèle que soit Trump d'ailleurs, probablement, et Sanders, ça révèle une crise du projet de la mondialisation libérale. C'est votre analyse. Et ça, c'est une première étape. Et la deuxième chose, ça révèle aux États-Unis une crise massive des classes moyennes et de la jeunesse, parce que le pouvoir d'achat de ces classes moyennes s'est détérioré, voire au mieux s'est stabilisé, au pire s'est détérioré depuis maintenant de très longues durées. Donc vous donnez une explication économique. Il y a fondamentalement une aspiration à changer de système. À ce résultat économique, à ce résultat politique. Patrick Artus. Oui, je suis tout à fait d'accord. Enfin, ce qui est étonnant, c'est que la classe moyenne américaine ne se soit pas révoltée plus tôt, finalement, hein, puisque le salaire médian, hein, c'est le salaire de la personne qui est au milieu de la distribution des revenus, a le même niveau de pouvoir d'achat aujourd'hui qu'en 1990, alors que depuis 25 ans, la productivité a augmenté de 60%. Donc ça serait une révolte sociale qu'on verrait c'est une révolte sur la distribution des revenus aux États-Unis, c'est parfaitement clair. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de machination derrière la distribution de revenus aux États-Unis. Il n'y a pas eu un projet politique pour fabriquer des inégalités. Il n'y a pas eu de projet pour le conjurer. Oui, non plus, mais il y a quand même un modèle économique et ce qui est inquiétant, c'est qu'il vient ici. Hein. Regardez ce qui est en train de se passer en Europe, ce qui est déjà le cas au Japon. Modèle économique, c'est-à-dire quel modèle économique ? C'est-à-dire que les économies contemporaines créent des emplois aux deux bouts de l'échelle des revenus. Les emplois qui se créent, c'est les nouvelles technologies, les gens qui créent leur boîte, la finance, les managers, etc. Donc très formés. Bien très qualifiés et
avec des revenus très élevés, et puis des services à la personne, de la distribution. L'industrie qui crée le plus d'emplois aux États-Unis, c'est les restaurants en ce moment. Hein. Et donc l'économie fabrique ces emplois, et ne fabrique plus les emplois du milieu, parce qu'ils ont été déjà automatisés par la vieille informatisation. Hein. Donc c'est l'inquiétude de cette classe moyenne inquiète, surtout qui voit se traduit dans les urnes. Ce qu'ils voient, ce que nous on appelle l'ascenseur social à l'envers, que leurs enfants ont des métiers moins rémunérés que... Il n'y a aucune capacité à redistribuer. C'est pas de l'avenir. Mais redistribuer ne suffirait pas. On peut pas. À la limite, c'est non redistribuable. Non, mais ça suffit jamais de redistribuer. Moyennant quoi, on redistribue rien et du coup, on produit. Mais Bernie Sanders, son programme, Patrick. Mais le problème, si vous voulez, en gros, son programme, c'est de transformer c'est de donner aux États-Unis une structure assez européenne. Parce que quand tu regardes ce qu'il dit, c'est ce que lui dit Hillary Clinton. On n'est pas en Angleterre ou en France. C'est le salaire minimum à peu près au niveau français. C'est une protection sociale du type français. Donc en gros, Sanders, il dit, on serait mieux si on avait le système économique des Français, quoi. Mais le problème, c'est que on peut pas faire ça sans réfléchir au modèle économique. Moi, je suis pas en train de dire c'est bien ou mal. Moi, je pense que le modèle économique américain est terrible parce que ça fabrique effectivement cette désertification du milieu de la société. Simplement, c'est lié à leur économie. Non, c'est pas une... Si, il n'y a plus d'emploi dans la sidérurgie, ça disparaît, l'industrie traditionnelle, ça disparaît. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas décidé, parce qu'ils ont décidé d'accepter le principe du libre-échange sans règles, sans règles sociales, sans règles environnementales. Et qu'à partir de là... Mais on peut pas se forcer. Mais c'est pas parce qu'on y est que ça ne va pas changer. La preuve, les peuples vont se révéler. On ne peut pas se forcer à fabriquer les biens chers quand on peut les faire pas chers à côté. Mais si, monsieur, parce que les conditions politiques... Tout l'enjeu de la nouvelle globalisation, c'est d'avoir un nouvel équilibre entre le travail et la richesse produite. Vous n'y arriverez pas. Eh bien, on n'y arrivera pas. Eh bien, vous allez vous trouver pendu, comme en 1789. Il gagnera jamais Sanders, il faut arrêter. Effectivement, il a un programme. Il a un programme qui ressemble au programme de François Fillon, en gros. Oui, à peu près. Il se situe à peu près là. C'est-à-dire que pour vous, il reste quand même un ultra-libéral, il faut dire les choses. Sur votre échelle, c'est un ultra-libéral. Il veut taxer, attendez, il veut taxer les spéculateurs de Wall Street, il veut créer un impôt sur les héritages supérieurs au-dessus de 3 millions et demi de dollars. C'est la France. Il veut plafonner les cotisations retraite. Alors je ne sais pas si c'est du Fillon. Non, mais si Fillon réalise son programme, on arrivera à peu près à ce que veut le programme socialiste français traditionnel. Mais non, pourquoi ? Parce que justement, la différence des sociodémocrates, ils considèrent que le service public et toute une série de droits universels doivent être garantis à tous. Ce qui n'est pas la social-démocratie, qui par ailleurs a des vertus, mais pas celle-là. De toute façon, oubliez, dans le Nevada, qu'est-ce que vous voulez que je dans l'Arizona, chez les Rednecks, vous croyez qu'ils vont voter pour Sanders ? Sanders, il nous ressemble, c'est un mec de la côte Est. Donc il a aucune chance. Et Donald Trump, aucune chance ? On ne sait jamais. En tout cas, d'être candidat républicain, c'est une sûr. En fait, la grande question sur l'élection américaine, c'est, en ce qui concerne les républicains et les démocrates de l'autre, lequel va désigner un invendable qui va perdre contre l'autre camp. Et donc, si les républicains arrivent à Trump va perdre. Si les démocrates avec Sanders, je pense en tout cas qu'Hillary Clinton a déjà dû réorienter une partie de ses propositions. Elle a été très bonne dans le débat, d'ailleurs. Pas seulement, d'ailleurs, parce que je ne pense pas que Sanders va gagner, je pense qu'il est utile au camp démocrate. Je pense que Hillary Clinton se retrouve dans une situation où, déjà dans son propre camp, quand vous prenez Reich, qui était le conseiller social de Clinton, Marie, il avait déjà alerté Hillary Clinton sur le fait qu'il y avait toute une série de sujets, dont les investissements publics, dont la question d'université et les inégalités de richesse, devaient être au cœur de sa campagne et qu'elle devait prendre de la distance. J'ai une question parce qu'il faut juste avancer. La croissance américaine a repris. Il y a une reprise dans ce pays. Non, elle est en train de s'arrêter. Oui. Il y a quand même une reprise par rapport justement aux pays européens. Donc en fait, personne n'en profite. Hillary Clinton ne peut pas en profiter. Il est très riche. Non, mais la croissance américaine, elle profite. En gros, si vous regardez, c'est des données très précises qui sont fournies par la Réserve fédérale. On est au plein emploi. Elle profite aux 30% d'Américains en haut de l'échelle des revenus et pas aux 70% d'en bas. Et dans les 30, elle profite surtout aux 10 et puis surtout aux 1. Bon, enfin, les 30% d'Américains en haut ont des salaires réels qui ont beaucoup augmenté. Vous êtes très négatif alors sur la situation économique américaine. Mais je voudrais juste redire un point quand même, qui est de dire attention, on ne peut pas mettre une politique économique différente sans regarder d'où vient le problème. Le problème, il vient de la technologie et de l'économie. Mais bien sûr, c'est jamais de la faute des choix politiques. Écoutez-moi une seconde. C'est pas la faute au traité du libre-échange. Le problème, c'est ce que dit en tout cas Donald Trump et Bernie Sanders. Est-ce qu'on a encore besoin de guichetiers ? Vous allez voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on a encore besoin de guichetiers dans les banques ? Ben non, on va faire des banques Internet. C'est pas vieux. C'est vieux comme Hérode, ça. Ça commence à arriver. On le sait depuis 20 ans. C'est devant nous. Je voudrais qu'au lieu de s'énerver, on essaie...
on essaie de réfléchir Dans ma banque, il y a posément plus à de un guichet. problème qui est que On débat. nous allons être confrontés à un problème technologique qui va beaucoup plus encore qu'on l'a vu détruire les emplois intermédiaires qui assurent beaucoup d'emplois. D'où avec la ce citoyenneté. type de vote. c'est un- D'où ce type de D'où vote. ce type de vote. Mais Plus on ne radical, peut pas plus faire radical. que ça. Il faut aussi réfléchir à ce qu'on fait comme politique économique surtout, pour essayer Ça d'éviter n'est pas que un la société problème se propose de la technologique, c'est une redistribution. solution. Il faut Non, arrêter de on regarder peut la pas faire de la technologie comme un problème. Mais oui. Et sinon, retournons dans les années 50. La technologie n'est pas un problème. C'est Mais bien. c'est aussi. campagne- C'est la vie. campagne à suivre. Campagne à suivre. Il nous reste- Mais à Il condition nous reste de faire. 1 minute 30 et je Pourquoi voudrais quand on même dire aurait un des mot emplois désagréables sur le remaniement ministériel qui a eu lieu en France, puisque l'ex-premier ministre Jean-Marc Ayrault prend le portefeuille des affaires étrangères, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts Emmanuel Cos prend celui du logement et puis Emmanuel Macron, relégué au 13e rang du protocole, conserve néanmoins son poste de ministre de l'économie. Qu'est-ce que ça vous inspire, Étienne Gernel? C'est un coup de griffe c'est- Un coup de griffe à Emmanuel Non, mais Macron. surtout, c'est Enfin bon, il pathétique. reste à Ce son poste. gouvernement est pathétique dans son ensemble. C'est vraiment lamentable. C'est ridicule. Ça sent la fin. Voilà, c'est terrible. Alors, Jean-Marc Ayrault, il a un avantage, c'est qu'il parle allemand, mais enfin, apparemment, pas si bien que ça, parce qu'il avait fait des erreurs par le passé. Et que c'est vrai que le sujet, c'est de rattraper un peu les choses avec l'Allemagne. Mais sinon, c'est absolument pathétique. Alors, ils ont pris 3 écolos pour. Voilà, ils ont pris d'ailleurs les 3 qui étaient présentables dans le tas, mais c'est vraiment ridicule. Et effectivement, ça sert à quoi de dire qu'on va réformer le droit du travail si c'est pour reléguer Macron et lui piquer sa loi? Il faut faire des choix dans la vie. On fait un choix à gauche ou un choix plus social-démocrate. Mais en l'occurrence, c'est ridicule. un non-choix, là. Au dernier degré. C'est pathétique, c'est Patrick, affligeant. il a dit tout de même, François Hollande, qu'il allait réformer le marché du travail. C'est ce qu'il faut faire là dans les mois Et qui personne n'y restent. croit. Son discours 30 était secondes, compliqué parce que chez Hollande, c'est toujours un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il dit voilà une bonne réforme, mais voilà finalement pourquoi je ne pourrais pas la faire à cause des obstacles, quoi. Donc on ne sait jamais si la bonne réforme sera faite un peu au tiers, au quart. Mais je crois qu'on a quand même à peu près identifié les bonnes réformes, heureusement. Marie-Noëlle Lienemann. J'espère qu'on ne les fera pas, mais cela dit, ce que je constate... Ces réformes. Oui, parce que je les crois absolument absurdes et destructrices. Mais indépendamment de ça, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas de changement de ligne politique. Et le changement de casting ne signifie pas grand-chose, si ce n'est qu'il y a des personnalités intéressantes qui arrivent. 1 an avant la fin, c'est un peu short pour qu'elles montrent leur Pensez qualité. à qui, là À Emmanuel Emmanuel Cos, Cos qui, je pense, au logement Ouais, fera donc du bon les Verts. travail. Et de toute façon, ils ont pris les 3 seuls écolos qui pouvaient prendre. Et par ailleurs, ça ne changera rien. rien parce qu'en termes de dynamique politique, ça n'est pas un élargissement de la majorité présidentielle. Voilà, il faudra attendre le 9 mars pour De toute façon, justement c'est la fin, voir un an ce qu'il y a. avant. C'est la fin, voir ce qu'il y a dans le projet de loi El Khomri qui va passer donc après Et rien, Conseil moi, je peux vous le des dire déjà. ministres le 9 mars. Merci à tous les 3. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.